Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fac Histoire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les résistances à l'absolutisme français. N'oubliez pas que si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce pour le dire, vous pouvez laisser un commentaire et bien entendu vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune des vidéos. Alors, les résistances à l'absolutisme français, attention, il s'agit de considérations très générales, mais une sorte d'introduction à cette question avec d'autres vidéos qui suivront sur des aspects plus précis de ces résistances. D'abord, une petite mise en perspective historiographique. L'historiographie traditionnelle a souvent présenté l'absolutisme comme une pratique politique inexorablement en marche, notamment sous le règne de Louis XIV. Et puis, depuis, on va dire, les années 70, 60, 70, les travaux sur les limites et les résistances à l'absolutisme sont devenus très nombreux, qu'ils soient d'ailleurs des travaux d'historiens français ou d'historiens anglo-saxons. Les anglo-saxons ont beaucoup travaillé sur cette question-là. Et parallèlement, la notion d'absolutisme a fait l'objet d'une nouvelle définition en introduisant les limites inhérentes à la pratique absolutiste dans la définition de la monarchie absolue. Or, d'une manière générale, et c'est bien l'objet de cette vidéo, les résistances à l'ordre monarchique et absolu sont très fortes et elles prennent des visages extrêmement variés. Donc on peut voir quelques formes de résistance. D'abord dans les villages. Dans les villages, les formes de résistance sont variées et sont profondes. Un événement comme la chasse aux sorcières, où la personne désignée comme telle représente en tout cas elle a été analysée comme ça, une résistance de la culture populaire à la culture savante, notamment celle des magistrats qui sont des officiers royaux. Là-dessus, il y a bien sûr les travaux de Robert Muchenblade et de Robert Mandron qui ont montré ce genre de choses. De même, la prise à partie par la population villageoise des officiers de la ferme générale, lorsqu'il s'agit par exemple de prélever l'impôt, peut déboucher sur une émeute, on disait alors émotion, ou voire sur une révolte régionale. Or, les discours élaborés en de telles occasions ne remettent pas en cause véritablement le roi, mais ses mauvais conseillers, qui sont alors considérés comme un fléau lié à l'absolutisme. Dans les villes, de telles révoltes peuvent également se produire, et pour les mêmes raisons. Par ailleurs, et ça c'est très important, les élites ne sont pas en reste dans la contestation de l'ordre monarchique nécessairement absolutiste. D'abord, la noblesse elle-même met en avant, selon les époques, un devoir de révolte. L'expression est de Arlette Johanna, du titre d'un ouvrage qu'elle a écrit en 1989. Ce devoir de révolte montre une culture politique particulière, se réclamant d'une autre vision de la monarchie, dans laquelle les membres de la noblesse, et notamment les princes de sang et les grands du royaume, sont les conseillers naturels du roi. D'ailleurs, dans cette perspective, la Fronde, 1648-1652, constitue à ce titre un moment paroxysmique de la résistance nobiliaire à l'ordre monarchique nouveau. Mais également, à tous les niveaux, les officiers royaux détenteurs de leurs charges sont pris dans une tension difficile entre une nécessaire fidélité à la figure du prince qui leur donne cet office, en tout cas qui leur permet d'avoir cet office, et la volonté d'une affirmation politique. Eux-mêmes participeront par exemple à la Fronde. À de nombreuses reprises, les parlements vont vouloir réaffirmer leurs prérogatives sur cet absolutisme en construction. Enfin, il ne faut pas oublier que les structures du royaume freinent la progression de l'absolutisme. Certaines provinces conservent par exemple
au XVIIe et au XVIIIe siècle des États provinciaux. C'est le cas, par exemple, des États du Languedoc, hein, qui ont été particulièrement bien étudiés. Ces États qui se revendiquent comme étant représentants de la nation, hein, ou du moins de la nation régionale, si je peux dire ça comme ça, peuvent prendre leurs propres décisions politiques. Plus largement, le roi doit faire avec la multitude de privilèges que détiennent les différentes catégories de population. Ça peut être des villes, ça peut être les corporations, etc., etc. Enfin, en France, la lenteur du réseau de voirie met un frein à la diffusion du nouvel ordre monarchique. Voilà un petit peu, je voulais vous proposer ce tour d'horizon des différentes formes de résistance à l'ordre monarchique nouveau qui se fait jour au XVIe, XVIIe siècle. Hein. L'idée, c'est que je ferai une vidéo pour chacune des formes que je vous ai proposées ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.